Comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour, bon début de semaine. Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en général. Le secrétaire à la Défense, le général Ricardo Trevilla, a révélé les détails de la façon dont la situation s'est produite, dans laquelle on arrête et on élimine El Mencho, le chef du cartel Jalisco Nueva Generación. Aussi, des informations internationales, le sujet de l'Iran, entre autres situations, de ce qui se passe dans le monde. Merci de partager, merci d'être là, nous sommes en direct. Je remercie la communauté qui peut mettre un like, qui peut partager. Merci beaucoup, salutations à Lily, à Blanca Barcelo et à toute la communauté qui arrive par ici. Merci beaucoup. D'abord, 2 commentaires. Allons-y donc avec les détails. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a été révélé? Allons-y. On a localisé un homme de confiance de l'une des compagnes sentimentales de Mencho qui l'a transféré dans une installation dans le village de Tapalpa, Jalisco. Dans cet endroit, cette compagne sentimentale a rencontré Mencho et le 21 février, elle quitte le bâtiment et on a obtenu l'information que Mencho restait à cet endroit. En ese lugar. Il est resté là avec un cercle de sécurité. Le même 21 février, la planification de l'opération a été réalisée. C'est doctrinal, c'est un axiome des opérations militaires menées par les forces armées du monde entier que celui qui exécute l'opération doit être celui qui la planifie. Dans ce cas, ce sont les membres des forces spéciales et le personnel de la force spéciale de réaction immédiate de la garde nationale qui ont planifié l'opération. Ce même jour, une force opérationnelle a été organisée, composée de 3 éléments, un terrestre qui était constitué de membres de la force spéciale conjointe, des forces spéciales de l'armée, de la force spéciale de réaction immédiate de la garde nationale, comme je l'ai mentionné, également une force aéromobile composée de 6 hélicoptères et de personnel des forces spéciales qui se dirigerait vers la zone d'opération. Pour préserver le secret et ainsi obtenir l'effet de surprise, garder l'initiative et obtenir la surprise. Ils ne sont pas arrivés à Jalisco, cette force est restée sous les ordres, en état d'alerte dans certains endroits des États voisins de Jalisco. Et un troisième composant était une force qui constituait le soutien aérien avec des avions texans de l'armée de l'air mexicaine. Une fois que cela est confirmé, donc le 22 février, c'est-à-dire au cours de la nuit, lorsque la présence de Mencho a été confirmée, c'est la force terrestre qui se déplace vers l'endroit où il doit être arrêté. Un périmètre allait être établi. Mencho a deux mandats d'arrêt pour crime organisé. Donc un périmètre allait être établi. Nous avions l'information, bien sûr, grâce aux plateformes aériennes, que le personnel était armé. La loi fédérale sur les armes à feu et le contrôle des explosifs serait-elle aussi appliquée pour les arrêter en flagrant délit? Alors, ce personnel s'est déplacé. Ce personnel se déplace. Le personnel de sécurité de Mencho ouvre le feu contre le personnel militaire. Mencho sort, il laisse un groupe avec une grande quantité d'armes. C'était vraiment une attaque très violente menée par le personnel du crime organisé et le personnel militaire des forces spéciales. Il repousse l'action. Au total, 8 délinquants sont morts là-bas. Hier, il a été annoncé qu'ils étaient 4, car c'était l'information préliminaire que nous avions jusqu'à ce moment-là. Comme vous le savez bien, après la fin des opérations, on procède à l'inspection de toute la zone et 4 corps supplémentaires ont été retrouvés. 7 armes longues ont été saisies ainsi que 2 lance-roquettes. Parmi les lance-roquettes, l'un était de type lance-roquette et l'autre était un blindicide. Le lance-roquette est un lance-roquette russe. D'ailleurs,
En 2015, c'est ce type d'arme qui a été utilisé pour abattre un hélicoptère de l'armée de l'air dans la région d'Otlán de Navarro, précisément lors d'une opération montée pour arrêter ce criminel. 8 véhicules ont également été saisis, dont 2 racers, ainsi que des cartouches et des chargeurs. El Mencho et son cercle rapproché ont pris la fuite et se sont enfoncés dans une zone boisée. Ce complexe de cabanes se trouvait en périphérie de Tapalpa, donc à proximité immédiate d'une zone boisée. Et c'est vers là que se dirige El Mencho et son cercle rapproché. Un périmètre est établi, le personnel des forces spéciales les poursuit, ils le localisent caché dans la végétation et ils ouvrent le feu sur le personnel des forces spéciales. Ils avaient là-bas des lance-roquettes, mais en raison de la pression exercée par l'action militaire, ils ne les ont pas utilisées. Heureusement, cependant, un hélicoptère d'une force aéromobile a été touché. Cet hélicoptère a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence. Lors de l'agression, Mencho et 2 de ses gardes du corps ont été blessés et 2 autres délinquants ont été arrêtés. Hier, comme cela a été indiqué dans le communiqué de presse, 3 armes longues, 2 armes de poing, un lance-roquettes, des grenades, des chargeurs et des cartouches ont été saisis. Là, malheureusement, un militaire a été blessé. Lors de la première action mentionnée dans les cabanes, 2 militaires ont aussi été blessés. Une fois la situation maîtrisée, le personnel du service de santé militaire s'est rendu sur le lieu où se trouvait le Mencho et ses cercles de sécurité. Ces 2 gardes du corps étaient blessés. Ils déterminent qu'il est nécessaire de les évacuer, ils étaient dans un état très grave. On demande le soutien d'un hélicoptère pour qu'ils descendent et qu'ils soient transférés dans un établissement médical à Jalisco. Et on transfère El Mencho, ses gardes du corps et l'officier blessé. Malheureusement, il décède pendant le trajet. En raison de cela, il est décidé à ce moment-là que cet hélicoptère se dirige vers l'aéroport international de Morelia, à Michoacán, où se trouve un avion de chasse de l'armée de l'air. Ils arrivent là-bas, ils sont transférés dans l'avion de chasse et cet avion de chasse se dirige vers la ville de Mexico. Cela a été décidé parce qu'il n'était plus pratique d'arriver à Guadalajara, surtout à cause du bon. Voilà l'explication. Maintenant, il y a un moment très intense. Voyons si je peux le mettre ici. Il y a un moment très intense dans ce commentaire qui est en train d'être fait dans toutes ces informations, dans lequel il présente ses condoléances aux personnes qui ont perdu la vie, aux soldats qui ont perdu la vie. À ce moment-là, écoutez, sa voix se brise. Dans cette partie, nous donnons. J'en profite d'abord pour présenter mes condoléances aux familles de nos collègues qui ont perdu la vie. También vamos. Et pour exprimer ma reconnaissance à notre personnel militaire qui a mené une opération réussie. On peut le voir sous de nombreux angles, mais il est certain qu'ils ont accompli leur mission. Et qu'est-ce qui a été démontré? La force de l'État mexicain, là-dessus, il n'y a aucun doute. Merci. Eh bien, c'est une partie du moment. C'est un moment curieux, difficile à voir. Évidemment, la partie, au bout du compte, humaine, non. Les militaires ne montrent presque jamais cette partie, disons, non. Cette fois-ci, eh bien, le secrétaire à la Défense, le général Ricardo Trevilla, qui, eh bien, présente ce rapport lors des traditionnelles conférences matinales, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est important. Et tout de suite, voyons le résumé ou ce que commente la présidente elle-même, la même lors de la Mañanera, précisément sur ce sujet. Écoutons ce petit extrait et voyons, eh bien, comment ça se présente à peu près. Que sait-on à propos de cette situation ? Toutes les opérations sont menées par les forces fédérales. Il n'y a aucune participation des forces des États-Unis dans l'opération.
Ce qu'il y a, c'est beaucoup d'échanges d'informations, comme nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises. La coopération avec les États-Unis repose essentiellement sur l'échange de renseignements, d'informations. Dans ce cas, il y a eu des informations fournies par le gouvernement des États-Unis. Ils ont même publié un communiqué du renseignement. Mais toute l'opération, depuis sa planification, relève de la responsabilité des forces fédérales, en l'occurrence du secrétariat à la défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Voilà la partie qui soulève plusieurs questions. On parle de le venque lorsqu'une personne de confiance d'un couple est détectée. Del mencho. Cette personne est suivie. Ensuite, cette personne conduit cette femme là où se trouve le mencho. Et c'est ainsi qu'ils la suivent. Depuis ici, et cela a toujours été observé, que le gouvernement mexicain décide, que ce soit sous pression, par initiative ou pour une autre raison, de s'en prendre à l'un de ses chefs. On trouve toujours des moyens d'atteindre ces individus. Il y en a toujours. Il s'agit de décider d'agir, et si on ne le fait pas, pourquoi ne prend-on pas cette décision ? C'est-à-dire, il est démontré qu'il était possible de le faire depuis le dernier mandat, autant de fois que nécessaire, mais cela n'arrivait pas. Et évidemment, tout ce genre de choses entraîne potentiellement des conséquences, dans le sens où le chaos qui a été vécu dans de nombreuses régions du pays hier a été généré. Et qu'évidemment cela commençait à être un appel à se mettre à l'abri, à ce que dans certaines zones il n'y ait pas eu de cours, et que chaque État prenne aussi des décisions selon la façon dont il voit simplement les choses. Et dans ce cas, ce qui a été dit, du moins lors de la conférence du matin, c'est qu'il n'y avait déjà plus de barrage le matin. C'est ce qui a été dit, mais ce qu'on peut effectivement confirmer, c'est qu'il y a bien eu des mouvements, qu'il y a eu des groupes du crime organisé qui ont agi pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a bien eu de l'activité de ces groupes. Il y a un déploiement, allons au sujet, parce qu'il y a aussi eu un déploiement important qui a été effectué. Et c'est le fait que la situation peut être calme par moments. C'est incertain. Sincèrement, c'est-à-dire, c'est incertain dans le sens où ça peut être calme à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que les choses se sont apaisées, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, Jalisco s'est réveillé en alerte après de nouveaux incendies et affrontements nocturnes. L'opération fédérale qui a abouti à la mort de Nemesio Ceguera. D'ailleurs, il y a aussi un point très curieux, car on dit qu'ils l'ont emmené dans un jet, dans un Gaza et Gaza. Au maximum, il y aurait de la place pour 2 ou 3 personnes. Les appareils sont très petits, je doute qu'ils puissent transporter une personne blessée. Ça m'intrigue beaucoup. Oui, je comprendrais dans un avion, peut-être que le général s'est trompé, peut-être qu'il parlait d'un autre type d'avion. Mais ce qu'il dit dans le commentaire, eh bien vous l'avez vu, il parle bien d'un Gaza. Je ne vois pas comment tu pourrais transporter un blessé. À moins que 2 personnes soient au même endroit et qu'en même temps tu y ailles, qu'ils y aillent, comme s'ils cachètent des blessures pour voler très vite. Mais je trouve ça peu probable que ça se soit passé comme ça. Cette partie, honnêtement, laisse des doutes. Ce n'est pas très clair de quoi il s'agit, ni quel type de maison c'est, ni combien de personnes peuvent y tenir. Mais ce sont des choses, parmi d'autres, qui laissent qu'en quelques doutes. Il y a un déploiement en ce moment, c'est un déploiement important au niveau, surtout je ne peux pas dire national, parce que c'est plus ciblé sur certaines zones. Il y a des risques pour les zones où il y a eu des mouvements de ces groupes. Salut. D'après ce que l'on sait, du moins jusqu'à présent, il y a de plus en plus de déploiements. D'ailleurs, voici un autre rapport. Bien, et maintenant je vais vous parler d'une décision, et c'est ce que disent certains, je vais vous dire qui le dit, qu'il y avait une décision du Mexique, du gouvernement mexicain, que si cette personne était arrêtée, elle ne serait pas arrêtée vivante. Oui, parce que ce chef d'un groupe de cartel. Et tout cela avait déjà causé de nombreuses pertes humaines, parmi les autorités, les soldats, les policiers, etc. Cela avait laissé beaucoup de pertes, cela avait été très dur.
parce qu'il y a des groupes qui décident de ne jamais avoir de contact direct avec l'armée, sauf si c'est la dernière option. Mais il y a beaucoup de groupes qui décident pratiquement de ne jamais attaquer ces opérations de soldats. Et tout cela, eh bien, parce qu'au final, c'est un business qu'ils veulent mener le plus calmement possible. Mais ce groupe en particulier était très dur, très violent. Donc, dans tout cela, on parle déjà d'une décision qui avait été prise. C'est ce que rapporte le journaliste Lohan Grillo dans le média Aristegui Noticias. Il affirme « Ce n'est pas ce qu'il voulait, mais qu'on allait tout simplement lui ôter la vie, dit-il. C'est ce que la... Fue circunstancial, sino resultado de una determinación previa por el alto nivel de C'est ça l'ignorance. generación. Evidente. C'est ce que dit celui de la police. Chagrin d'esprit, qu'il a vu en concept. Il est probable que cela se soit passé ainsi. Voilà. Comme toujours, il est soupçonné de ce qui s'est passé avec les Amabila. Ensuite, c'est là qu'ils l'ont tué, n'est-ce pas? En gros, et pas tant que ça, eh bien, c'était lors de la rencontre, je ne dis pas en me souvenant. Comme des événements vraiment, vraiment terribles, non? Qui se sont produits de ce genre contre des personnages qui ont été très durs, dans ce cas, eh bien celui-ci. Mais maintenant, par rapport au déploiement qu'il a effectué, pas de celui-ci, eh bien ce mouvement de sécurité dont il parle. Il y a un déploiement de 2500 soldats, selon ce qui est rapporté dans le pays. Maintenant, il me semble que le déploiement est plus important, mais bon... Les médias ont parlé d'un déploiement de ce nombre de personnes en plus de ce qui était déjà là. Donc, il faut rappeler que ce type de groupe et de cartel ont essentiellement une sorte de groupe paramilitaire. C'est-à-dire ce sont des groupes très importants et souvent ce sont des cellules. Je veux dire, ce n'est pas comme si tout le monde avait le même commandement, il y a différents chefs. Écoutez, cette partie est très complexe, donc il est difficile de contrôler cette situation. C'est aussi pour cela que parfois on laisse simplement les choses passer. Non, certains chefs émergent, car il est plus simple de faire pression sur un chef que sur 5 nouveaux chefs potentiels. Le Mexique aurait déployé 2500 militaires supplémentaires rien que dans l'état de Jalisco. Il faudrait voir combien seront déployés au Michoacán ou dans d'autres régions où, eh bien, il y a aussi des problèmes. Le secrétaire à la Défense avait également déjà dit qu'ils avaient déployé 7000 soldats dans la région. Donc cela ferait un total d'environ 9000, un peu plus de 9000. Voici un soldat dans cette région. Nombreux sont ceux qui commentaient les déplacements de ce personnage, comme pour El Chapo et d'autres. N'est-ce pas? Les gens disent « Regarde, il est là, et tu le voyais, il est sur les réseaux, non? Où était-il » Eh bien, je vous dis, si on veut atteindre ces gens, on peut les atteindre. Eh bien, clairement comme ça, à sa manière. L'opération militaire s'est terminée non seulement avec cet individu, mais elle laisse aussi ouverte la possibilité à plus ou moins 5 noms. Qui seraient donc susceptibles de prendre la relève ou de changer, disons, de leadership ? Certains groupes pourraient rester dans le même cartel ou d'autres pourraient émerger. Et c'est une autre situation. Qui de même, si elle n'est pas traitée dès le début, continuera de croître. Passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants concernant ce qui se passe dans le monde. Là-bas, pratiquement c'est pire, le pire. Quelle autre chose, merci. Eh bien, au moins un mouvement en pensant à un conflit. En l'absence d'accord jusqu'à présent, Donald Trump envisage déjà une escalade militaire contre le régime des ayatollahs. La Maison-Blanche active une double stratégie.
la stratégie de Genève et la stratégie d'offensive militaire. D'une part, jeudi, il y aura un mouvement, peut-être même le dernier, selon certains, diplomatique à Genève. Ils vont encore une fois se rencontrer, enfin pas vraiment en face à face, car en réalité, ils ne se voient pas directement. Ils vont chez l'ambassadeur d'Oman en Suisse. D'un côté, il y a le groupe des diplomates iraniens, de l'autre côté, il y a le groupe des diplomates américains. C'est jusqu'à jeudi, mais en théorie, le projet sera envoyé aux États-Unis avant, de ce qu'ils pourraient accepter comme un accord de désescalade nucléaire pour ne pas enrichir davantage l'uranium à un niveau d'armes nucléaires. D'ailleurs, ils ont déjà en ce moment suffisamment d'uranium pour avoir des armes atomiques, environ 10 à 12. Et l'autre jour, Raphaël Grossi disait qu'en quelques jours, il pourrait avoir un enrichissement suffisant pour posséder une arme nucléaire. C'est-à-dire... Honnêtement, tout cela donne surtout l'impression qu'ils cherchent à gagner du temps. Les États-Unis le savent, la question est de savoir s'ils vont décider d'attaquer ou non. En gros, le président des États-Unis a autorisé un dernier cycle de négociations. Tout le monde bouge, tout le monde est en mouvement. Regardez, il y a aujourd'hui une image très intéressante, celle-ci. Voici l'USS Gerald Ford qui a été aperçu tout près de la Grèce. Vous vous souvenez que celui-ci se trouve en Méditerranée ? Bon, allons à la carte, regardez où il se trouve en ce moment. Voici l'USS Gerald Ford, l'USS Gerald Ford. Dans une zone proche de la Grèce, il a été aperçu, c'est-à-dire qu'il est déjà tout près. En fait, il est pratiquement déjà en position d'avoir l'Iran dans sa ligne de mire, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'attaquer l'Iran. Et de l'autre côté, il y a l'Abraham Lincoln, qui est dans cette position proche de l'Iran, c'est-à-dire prêt à pouvoir attaquer l'Iran. Alors, ils sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu aussi de la part de l'Iran un accord interne dans lequel on sait qui va succéder à l'ayatollah au cas où il viendrait à décéder. Et tous les hauts responsables ont jusqu'à 4 successeurs près, au cas où l'un tomberait, puis un autre, ils seront dans différents endroits. Et donc en gros, celui qui survit, c'est à lui qu'on confie le contrôle de certaines zones du gouvernement. L'idée qu'ils ont, c'est que ce régime ne tombe pas. Évidemment, c'est ce qu'ils veulent. D'un autre côté, évidemment, les États-Unis veulent que ce régime tombe. Et les gens le sentent déjà, Et il y a eu de plus en plus de manifestations. Il continue d'apparaître de nouvelles vidéos et de nouveaux mouvements de protestation, cela à différents endroits. Cela commence à arriver aujourd'hui à Al-Shara. Univers, comment ça se passe ici? Comment allez-vous? Assemblée à Isabelle. À l'intérieur des universités, ces manifestations deviennent de plus en plus intenses, dans lesquelles, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais ils font un doigt d'honneur, littéralement, le geste classique. Voici une autre image, voyons si nous l'avons par ici, celle-ci est un peu plus claire. Regardez bien les mains pour voir si à un moment on peut voir le doigt d'honneur, en train de leur faire un doigt d'honneur. Parce que de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez. Ils envoient dans des renforts, ils envoient d'un moment des gens du gouvernement pour faire comme une contre-manifestation. Donc de ce côté-là, ils portent les drapeaux de l'Iran en les agitant, et de ce côté-ci, ils portent les drapeaux avec le lion de l'ancien héritier, disons, ou héritier, comme certains l'appellent encore. Le fait est que, ils ont effectivement été là-bas, ceux qui sont en train de manifester. Ils ont brûlé le drapeau, disons, le drapeau officiel des ayatollahs, c'est-à-dire ce drapeau classique de l'Iran sans le lion. En fait, les drapeaux sont fabriqués avec certains matériaux pour qu'ils ne prennent pas feu, justement parce qu'il faut leur mettre un certain combustible. Parce que oui, non, ils essayaient de la brûler, et non, ils avaient du mal, ils ont passé un bon moment à essayer de la brûler, et il ne se formait que des petits trous. Voilà, mais bon, c'est un sujet qui concerne déjà certains pays où la fabrication des drapeaux se fait avec des matériaux non inflammables. Précisément à cause de ce genre de situation, non? Donc voilà, c'est comme ça, sur ce sujet. Passons à un autre détail, simplement. Les conditions de Washington. Réduire au minimum le programme nucléaire et supprimer les missiles balistiques pouvant atteindre Israël.
Retirer le soutien au Hezbollah et aux Houthis, ça c'est le troisième, et suspendre la répression interne, ce serait le quatrième point. Dites-moi sincèrement, lequel de ces points le régime iranien va-t-il accepter, honnêtement? Lequel des quatre? Ou pensez-vous qu'ils en accepteraient deux ou trois? Lequel pensez-vous qu'il accepterait? En même temps, Ali Khamenei a averti que la guerre ne sera pas régionale, ni limitée. Autrement dit, l'avertissement vise à toucher la peur qu'a l'Occident. C'est-à-dire, si la guerre éclate, elle va s'étendre, c'est l'approche d'Ali Khamenei. Si la voie diplomatique échoue, les prochaines étapes seront des attaques contre des installations nucléaires, c'est la deuxième chose évidente. Le plan consiste à bombarder toutes les usines de missiles des Iraniens. Troisièmement, frapper la garde révolutionnaire, c'est-à-dire attaquer les bases militaires de la garde révolutionnaire iranienne. Et ils ont déjà les positions, ils ont déjà tout. Mais après, ce ne serait pas du jour au lendemain, il faudrait peut-être des semaines pour attaquer toutes ces positions. En théorie, d'après ce qu'ils ont dit, un avertissement serait donné, un avertissement sur les endroits où ils vont plus ou moins opérer, pour que les gens ne sortent pas ou ne s'approchent pas des bases militaires de la garde révolutionnaire, ou des installations nucléaires ou des usines de missiles. Et tout cela... Merci. Le ministre d'ailleurs d'Israël, Benjamin Netanyahou, a estimé que la seule façon de freiner l'Iran, la seule manière qu'il y a, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre option, du moins pour Israël. C'est un scénario de guerre à grande échelle. C'est-à-dire, dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il considère que la seule façon de freiner l'Iran, c'est une guerre à grande échelle, ce que Trump ne veut pas, c'est-à-dire Trump s'oriente vers... Et ce n'est pas que ce soit l'idéal, je veux dire, les guerres ne sont jamais idéales. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. Dans le sens où, eh bien, on aimerait qu'il n'y ait pas de guerre, on aimerait qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires, ce genre de choses. Mais ce qu'ils disent, c'est que la seule option pour qu'il n'existe vraiment pas de programme nucléaire, c'est une guerre à grande échelle pour que le régime tombe. En gros, non, c'est l'approche qu'ils ont. Impressionnante cette attaque qui a eu lieu à Kalinino, dans une raffinerie russe au Tatarstan selon ce qui est rapporté. Eh bien, regardez la taille de l'incendie. Apparemment, ce n'était pas seulement des dépôts de carburant de cette raffinerie, et donc regardez la taille de l'incendie. Voilà, c'est une partie de ce qui se passe là-bas, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie aussi. Voilà. Aujourd'hui, on a vu l'unité Murciélago. L'unité Murciélago, cela a été vu à Jalisco. L'unité Murciélago, ce sont les forces spéciales du Mexique. Si vous pouvez chercher, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur ce qu'est et comment fonctionne l'unité Murciélago ici dans le pays. C'est une unité peu connue, mais c'est celle du plus haut niveau qui existe, c'est-à-dire ce sont les forces spéciales mexicaines. Et quand les choses deviennent sérieuses, c'est ce type d'unité qui est déployé. Ce serait supposément l'unité Murciélago. Nous verrons si cela sera confirmé plus tard. D'ailleurs, il y a un autre sujet dans ce qui se passe ici au Mexique qui attire mon attention. C'est cette image curieuse, n'est-ce pas? Cette image est apparue quelque part. Je ne sais pas ce qui se passe là, non, mais il semble que ce soit un prêtre sur un toit qui prie pour la paix. Il me semble que c'est bien ça. Cela est bien face aux événements, évidemment là-bas, à Jalisco, à Michoacán, et évidemment dans d'autres États du pays. Non, mais il semble qu'il soit de là-bas, je ne sais pas exactement qui c'est. Je ne connais pas le nom du père ou du prêtre. Mais, eh bien, il est monté sur un toit, une terrasse, pour être là. Eh bien, il prie maintenant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est le cas de Nancy Guthrie. Vous vous souvenez de Nancy Guthrie? Nous avons suivi cette affaire. La mère d'une animatrice de télévision inconnue, une dame déjà âgée, 84-85 ans, elle est aussi auteure. Il me semble qu'elle a un livre quelque part.
Eh bien, ils sont déjà en train de la chercher, même au Mexique, n'est-ce pas? Et maintenant, on a trouvé des informations clés sur cette affaire, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est bien elle, non? Eh bien non, pas elle, elle c'est la fille et la mère, non, la mère c'est celle qui est kidnappée. Non, c'est ce qu'on pense au moins, parce qu'il y a des preuves qui montrent que ce serait un enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? Non, quelles sont les informations à ce sujet? Allons dans les détails. Pas sûr. Il y aurait un rapport au FBI, hein? Écarté, recouvert d'un matériau, une sorte de sac à dos, d'après ce qui est rapporté. Il y a déjà une avancée qui serait clé. La mère de la présentatrice de Today, Savannah Guthrie, elle est entrée en phase critique après les découvertes concernant un sac à dos qui pourrait être une pièce clé dans l'enquête. C'est-à-dire que dans l'une de ces situations, cette enquête ou ce sujet pourrait prendre un tournant dans les prochaines heures, assure-t-il. Pour le moment, la situation n'est pas claire. Pas dans le sens de savoir si elle est en vie, pour commencer, non, car même les enfants craignent qu'elle ne le soit peut-être pas. Ils doivent malheureusement se poser cette question, surtout à cause de la manière dont elle a été enlevée. La dame est malade, elle a besoin de médicaments. Ils ont retiré le pacemaker, allons-y. Il y a toute une série de choses qui attirent l'attention et qui, font penser que peut-être elle n'est pas en bonne santé maintenant. Le groupe de volontaires a été celui qui l'a localisée, ce n'était pas la police, mais des volontaires qui ont aidé dans l'affaire. Ce sont eux qui ont trouvé les objets dans le sac à dos. Cela s'est passé dimanche, près de la route Orange, pas très loin, hein? De la résidence de Nancy, là-bas à Catalina, dans le quartier Foothills, à Tucson. D'après le rapport, le sac à dos a été immédiatement remis aux agents du shérif du comté de Prima pour une analyse médico-légale. Oui. Alors, c'est comme ça, n'est-ce pas? Le FBI aurait précédemment décrit que l'homme avait été filmé par des caméras et portait un sac à dos de type Ozark Trail Hiker Pack, d'une capacité de 25 litres à 1, ce qui aggrave donc la situation, non? Quoi d'autre se passe-t-il? Le FBI a décrit le suspect comme une personne mesurant 1,75 m avec une pression artérielle moyenne. Et la dame a besoin d'une médication quotidienne. Les détectives auraient également récupéré plusieurs objets, parmi lesquels des gants et d'autres éléments. Le shérif de la région avait également publié qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, soulignant que c'est un moment important pour ce genre de choses. Ils ont même mis en place un numéro de téléphone portable sur lequel ils ont reçu des milliers de commentaires et de supposés... Comment ils appellent ça? Des pistes, non? Pour retrouver Nancy Guthrie, cette Nancy Guthrie, Shabana est la fille, non, elle n'est pas à gauche, c'est la fille de Shabana. Et donc, voilà. 1800, appelé FBI, il y a aussi les lignes du comté, les lignes du FBI. L'enquête est, disent-ils, à une étape décisive. D'abord confirmée. Ah, une autre chose qu'ils font avec les gants, c'est-à-dire l'ADN n'est pas enregistré, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ADN de la personne sur les gants n'y est pas. Ils ne savent pas qui c'est avec ça, mais regardez ce qu'ils font avec l'ADN. Au final, ça montre quel membre de la famille tu as, alors maintenant ils s'orientent vers ça. Ils enquêtent sur la partie, disons, de l'arbre généalogique et ils vont essayer de déterminer s'il y a un membre de la famille qui est enregistré dans les bases d'ADN des États-Unis, par exemple, et ainsi déterminer. Écoutez, regardez, c'est, disons, l'ADN de ce cousin éloigné. Ces 7 personnes, donc, identifient les membres de la famille, ceux vivant à Tucson, puis ceux correspondant aux caractéristiques physiques. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont, plus ou moins, arriver à des suspects potentiels. C'est un sujet vraiment nouveau, vraiment intéressant, quand il s'agit d'identifier une personne dont on n'a pas de dossier. Mais et s'il y a un dossier pour un membre de la famille, n'est-ce pas, ou que ce sujet va être vraiment intéressant?
En ce qui concerne la partie médico-légale, en ce moment, il y a plein de forums que je suis pour voir comment le sujet évolue. Et de ce point de vue-là, d'après eux, eh bien, on fait des choses différentes. Malheureusement, la personne est âgée et malheureusement, le temps est très important. L'urgence, c'est aussi de la retrouver vivante, de la retrouver en bonne santé, n'est-ce pas? Ce serait l'idéal dans toute cette situation, non? Et aussi retrouver les individus, pour qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ce serait aussi essentiel. Passons à d'autres sujets très intéressants, très importants de ce qui se passe dans le monde. Regardez qui est cette personne que nous voyons ici à l'écran. Ce n'est pas une personne de 82 ans. Là, on lui fait un examen médical. Là, la personne trotte, court. Ce n'est pas une personne qui fait des choses vraiment hallucinantes. Oui, hallucinantes, c'est le mot, vraiment. Allons dans le détail de qui est cette personne et de ce qu'elle est en train d'accomplir. Vraiment. Qui, est très inspirant pour beaucoup de personnes et qui, à 82 ans, on affirme qu'il a un corps de 20 ans. Il est l'ultramarathonien, d'ailleurs, espagnol, il s'appelle Juan Lopez, regardez, tout simplement, et qui donc est en train de briser les schémas scientifiques concernant les personnes âgées. L'affaire tourne autour de Juan López García, un ancien mécanicien de Tolède, en Espagne. Il n'a pas commencé à courir, attention, il n'a commencé à courir qu'à 66 ans, cela après avoir pris sa retraite. Il a pris sa retraite, il a dit, maintenant c'est le moment où il allait commencer à trottiner et à courir, et ici et là il a commencé. Il pouvait à peine courir à 66 ans. 1,5, 1,6 km à peu près. Amen. Maintenant, à 82 ans, il a déjà couru l'ultramarathon, qui fait, on va le mettre en kilomètres, parce qu'ici c'est en miles, on va le mettre en kilomètres. Quelle était la distance en kilomètres? Voyons, en kilomètres, ce serait 49 kilomètres. À 82 ans, sa catégorie, 80-84 ans. Son VO2 max, oui, c'est une mesure que toutes les personnes ont, n'est-ce pas? Mais elle est beaucoup mesurée chez les athlètes, non. Son VO2 max, l'indicateur clé de la capacité cardio-respiratoire, est le plus élevé jamais enregistré chez une personne de cet âge. Les experts assurent que ces valeurs de VO2 max, c'est-à-dire la capacité à avoir de l'oxygène dans son corps. Et tout cela, c'est celui d'un jeune homme entre 20 et 30 ans, juste pour nous donner une idée. C'est pourquoi, disent-ils, à plus de 80 ans. Mais il a des caractéristiques plutôt celles d'un jeune de 20 à 30 ans, en bonne santé, parce qu'il y a des jeunes qui n'atteignent même pas cela. Normalement, le VO2 max diminue de 10% à chaque décennie après 30 ans. Chaque décennie, 10% de moins, 10% de moins, 10% de moins. Ce monsieur ne suit pas les standards des scientifiques, n'est-ce pas? Ses muscles extraits, il utilise une proportion exceptionnelle d'oxygène, ce qui lui permet de courir de longues distances sans s'effondrer. Il atteint une oxydation maximale des graisses de 0,55 g par minute, comme celle d'un jeune athlète entraîné, c'est-à-dire au même niveau qu'un jeune athlète. C'est-à-dire, non, pas le même niveau qu'un jeune de 20 ans, non, le même niveau qu'un jeune athlète. Les scientifiques concluent que l'entraînement, l'endurance, même commencé tard, peuvent retarder le vieillissement. Mais même, comme dans des cas comme le sien, on peut atteindre des niveaux physiques, au moins, non, comme ceux d'une personne bien plus jeune, non. L'étude confirme que l'âge chronologique ne définit pas la capacité physique, et que, en tout cas, ce qui définit plutôt la capacité physique, ce n'est pas l'âge, mais l'inactivité.
C'est-à-dire être sédentaire, être inactif, c'est cela qui définit les capacités. En tout cas, évidemment, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir d'autres choses, mais comme quelqu'un me le disait, eh bien si tu as une maladie, c'est très regrettable. Mais justement, tu as encore plus de raisons de faire de l'exercice, encore plus de raisons de bouger dans la mesure du possible. Et chacun à sa manière, et chacun, eh bien, comme il le sent et le souhaite, n'est-ce pas aussi, évidemment, non. Dans ce cas au moins, ce cas, on dit, casse le récit du vieillissement inévitable et ouvre la question gênante que nous n'osions pas poser auparavant à propos de l'âge. Et si c'était en partie, du moins en grande partie, à cause de l'abandon du mouvement? Et si c'était ça? Très intéressant. Et bon, il y a plein d'histoires comme celle-ci, n'est-ce pas? Et dans la mesure du possible, je continuerai à vous apporter des histoires comme celle-ci, n'est-ce pas? J'insiste, elles sont plus proches qu'on ne le pense, n'est-ce pas? Mais bon, passons à d'autres sujets tout aussi intéressants, à ce qui se passe dans le monde. Suivez-moi. Ce qui a été révélé par des experts de la santé essentiellement, eh bien concentrés sur le travail à l'hôpital et tout cela, eh bien ils ont commencé à étudier cela. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ces services d'urgence avec les personnes qui, eh bien, qui perdent la vie? Non, essentiellement non. Infirmières et infirmiers de la Urgencia han revelado que han encontrado un patrón inquietante que se repite justo antes de que un paciente, eh bien, según los testimonios, estos han estado publicando últimamente mucho en redes. nous allons commencer. Attention, il y a même des forums. Et en parlant du sujet, ils trouvent que... Las personas tienden a tener... Ici. Je crois que vous nous en avez déjà beaucoup parlé, surtout sur la chaîne qu'on a là-bas pour les récits. Non. Mais il y a même des scientifiques qui enquêtent déjà pour essayer de déterminer pourquoi cela se produit. Ça m'intrigue. L'une des choses, par exemple, c'est que les gens voient donc souvent des personnes qu'ils connaissent, très proches, mais qui ne sont plus en vie. Du moins, c'est ce que disent les infirmières, et les infirmiers, non. Ils décrivent aussi que beaucoup d'entre eux vivent des changements internes, très soudains. Du jour au lendemain, ils deviennent très spirituels, n'est-ce pas? Merci aussi. Un autre point qui attire l'attention, c'est que, même si cela n'est pas encore au niveau scientifique, cela a été recueilli dans différents forums, même par certains qui parlent de sujets psychologiques. Ils assurent eux que des infirmiers d'hospice et du personnel soignant ont remarqué qu'ils voient un schéma où les personnes commencent à se souvenir. Par exemple, comment les gens disent avoir des rêves très lucides, qu'ils commencent à se rappeler et à voir. Des personnes, et pas seulement celles qu'ils connaissent, mais aussi des inconnus, comme s'ils étaient de grands amis. Comme ça, soudainement, n'est-ce pas? Par exemple, X apparaît, et où est la personne qui va sortir? Et ils commencent à mentionner des noms de personnes que personne ne connaît. Une infirmière en soins intensifs affirme que tous les patients qui perdent la vie ou qui sont sur le point de la perdre disent exactement la même phrase. Par exemple, « Non, s'il vous plaît, dites à ma famille que je l'aime, je ne me sens pas bien, je sais que je suis sur le point de partir. » Beaucoup de personnes affirment cela comme si elles en étaient absolument certaines. Et le lendemain ou quelques heures plus tard, eh bien, elles s'en vont. Cela, du moins dans certains cas. Ils affirment qu'ils ont exprimé en gros comment leur perspective de l'au-delà a changé, pour ainsi dire, pas de ce qu'ils décrivent donc comme une sorte de connexion avec quelque chose de plus, apparemment non. Il y a un sujet qui attire mon attention aujourd'hui. Cela en nous dirigeant à nouveau vers le Moyen-Orient, mais dans ce cas vers la Syrie.
Enfin, après 12 ans d'un sujet qui a duré beaucoup trop longtemps. Les États-Unis ont déjà annoncé officiellement leur retrait de la plus grande base militaire du nord-est de la Syrie. Après 12 ans d'un processus interminable, un processus dans lequel, Bachar el-Assad, l'ancien dictateur de la région, est tombé. Là, on voyait des mouvements très durs de groupes chiites pro-iraniens qui se déplaçaient librement et qui, de là, attaquaient Israël ou envoyaient des armes vers le Liban, par exemple. C'est aussi en Syrie qu'est apparu le groupe peut-être le plus dangereux en matière de terrorisme, appelé Daesh, ou EI, l'État islamique, qui est aussi un groupe extrêmement dur et qui continue. D'ailleurs, maintenant, il est plus présent en Afrique, mais son origine était la Syrie, non ? Et là, une coalition internationale a attaqué ces groupes, y compris la Russie et les États-Unis, qui ont collaboré contre ces groupes. En fait, à un moment donné, il y avait des attaques. Ça remonte à des années, où des groupes terroristes s'unissaient avec des gouvernements occidentaux, russes et tout. Ils s'unissaient pour attaquer tous en même temps. Enfin, c'était vraiment incroyable, non ? Toute cette affaire. Washington commence ce retrait. Ils assurent que ce cycle est désormais terminé. Les États-Unis ont officiellement commencé le retrait de leur plus grande base, qui se trouve dans la province d'Azaka. 12 ans de présence continue, ils étaient là. Le mouvement a commencé le 23 février aujourd'hui, avec un premier convoi de dizaines de camions et de véhicules blindés se dirigeant vers la frontière avec l'Irak. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, n'a pas fait de commentaires officiels, renforçant l'idée qu'il s'agit d'un repli planifié et politiquement sensible. Avec le départ de Qassem, Ramallah devient la dernière installation sous contrôle américain en Syrie. Et avec cela, c'est essentiellement l'abandon, qui pour se terminer prendra 1 semaine. Ce ne sera pas seulement ce départ, mais plusieurs vagues de retrait. Ils vont apparemment partir vers l'Irak, et cela attire mon attention, parce que s'ils vont en Irak, peut-être aussi. Cela renforce l'idée qu'ils se préparent quelque chose avec l'Iran, c'est-à-dire qu'ils partent. Et ça, c'est déjà mon commentaire, parce qu'on ne peut pas encore confirmer qu'elles sont dans le nord-est, elles ne sont pas ici en haut, dans cette partie. S'ils vont en Irak, est-ce qu'ils vont rester ici à la frontière avec la Syrie, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la frontière avec l'Irak ? C'est la question qui reste en suspens. Des sources diplomatiques citées par l'AFP, l'agence AFP, assurent que le retrait sera achevé en environ 20 à 30 jours, c'est-à-dire qu'il faudra encore environ 1 mois pour qu'il ne reste plus aucune troupe en Syrie, mais le retrait a déjà commencé. Cela fait partie de l'histoire, c'est une partie de l'histoire de beaucoup de choses qui se sont passées là-bas pendant des années. Là-bas, il ne s'agit pas seulement de la question de Bachar al-Assad et de sa chute, mais aussi de tout ce qui s'est passé avec la lutte contre Daesh, de tout ce qui s'est passé contre d'autres groupes radicaux, pro-chiites, péronistes. C'est que, ça a été terrible, n'est-ce pas ? D'ailleurs, les États-Unis, Donald Trump, il avait déjà tardé, honnêtement. Mais Donald Trump vient tout juste d'adresser un message au Mexique. À cause de ce qui s'est passé hier, allons dans les détails. Donald Trump adresse un message dans lequel il exige qu'il y ait une main ferme contre ces groupes du crime organisé. Le président des États-Unis demande d'intensifier la guerre contre les cartels, après la chute du cartel Jalisco Nouvelle Génération. Je ne sais pas si c'est la chute du cartel ou seulement du chef, mais bon. Le président des États-Unis a lancé un message direct au Mexique, exigeant qu'il intensifie ses efforts. La déclaration est survenue quelques heures après la confirmation du décès de Nemesio Ceguera. L'opération militaire ayant conduit à la chute du chef de cartel a fait au moins 26 morts selon les rapports. Du moins dans les sources officielles, ils annoncent d'autres chiffres, donc il y a aussi différents rapports, n'est-ce pas ? Aussi au Mexique, dit-il. Il doit intensifier ses efforts contre tous les cartels. Dans un message qui a été bref, il n'a pas été très long, ils sont généralement très longs. Cette fois, on dirait qu'il a réfléchi un peu plus avant de commenter et il est parti. C'était essentiellement ça, rien de plus. Redoublez d'efforts, faites-en plus, c'était l'essentiel.
il se peut que dans les prochains jours ou semaines, il y ait une réorganisation interne, et lors de cette réorganisation interne, les choses peuvent devenir compliquées. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester attentif à la façon dont les choses évoluent. Et demander évidemment qu'il y ait un renforcement de la sécurité dans la zone, pour éviter donc que cela les affecte. Les personnes, les citoyens, pas les civils. Selon les rapports, Washington pourrait exercer ou chercher à exercer une pression accrue pour obtenir une coopération plus intense ou une extension de la coopération des États-Unis, et qui jusqu'ici n'était que du renseignement. Les deux gouvernements l'ont dit, les États-Unis l'ont dit, le Mexique lui-même l'a dit. Jusqu'à présent, il ne s'agit que d'une collaboration en matière de renseignement, d'action, de choses de ce genre. Je ne doute pas qu'il puisse y avoir une autre forme de collaboration à l'avenir, mais pour le moment, c'est le sujet, c'est ainsi que les choses sont abordées. Au fait, passons à d'autres sujets. Remarquez qu'en changeant de sujet, sans aller vers ce qui se passe là-bas en Ukraine ou dans d'autres parties du monde, laissez-moi vous raconter qu'il y a eu une attaque dont nous avons parlé hier. Une attaque très étrange, parce que la façon dont elle a été menée était atypique. Il n'y a pas eu d'attaque aérienne dans la zone la plus à l'ouest, c'est-à-dire pratiquement en Pologne. Non, c'est-à-dire que à Lviv, il y a eu une attaque. Je crois que c'était il y a 2 jours, nous ne vous en avons pas parlé et nous avons dit « Eh, c'est très étrange, parce que c'est considéré comme une attaque russe, mais pas aérienne. » C'est-à-dire, comment sont-ils arrivés jusque-là? Comment se sont-ils infiltrés jusque-là? Ils ont mené une attaque, en plus, une attaque très étrange. Parce que, eh bien, ils appellent, c'est-à-dire, ils appellent la police. Comme pour dire « Ah, il se passe quelque chose ?» Et quand la police arrive, ils font exploser la bombe, non? Le président Zelensky a qualifié cet acte d'attaque terroriste cynique et cruel. L'officier décédé a été identifié comme Visto Victoria Espinkla, âgé de 23 ans, membre de la police nationale d'Ukraine, qui s'est rendu sur place après l'alerte d'une intrusion dans un magasin. La première explosion a eu lieu à l'arrivée des agents, puis une seconde après qu'un autre groupe de policiers soit arrivé. C'est fréquent chez les Russes. C'est-à-dire, ils arrivent, ils font une attaque et attendent que les pompiers et les ambulances arrivent pour attaquer à nouveau à cet endroit. Déjà, c'est un crime de guerre d'attaquer une zone civile, mais c'est un double crime de guerre quand tu attaques à nouveau alors que plus de civils arrivent, non? La même chose s'est produite là-bas. Donc, il y a une attaque, plus de civils arrivent, plus de policiers arrivent, et ils font exploser à nouveau, ils posent une autre bombe. Selon le parquet, une femme de 33 ans a été arrêtée. La femme était la principale suspecte. Elle est accusée d'avoir placé les explosifs la veille et de les avoir déclenchés à distance. Le ministère de l'Intérieur, et non le docteur Klimenko, a indiqué que la personne arrêtée a été capturée à Staril, Zambir, près de la frontière avec la Pologne, lors d'une opération conjointe des services de sécurité ukrainiens. C'est-à-dire qu'elle était peut-être en train de se diriger vers la Pologne? Non, peut-être. Très. Bonsoir Yesenia, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, bon après-midi, ça dépend d'où tu es, non? Santé Yesenia, comment vas-tu? Draco, comment ça va? Comment vas-tu? Très bonjour, salutations. Oui, tu sais, j'ai déjà vu la réponse et je l'ai en attente, non? Ce que la NASA a commenté est intéressant, eh bien oui, très dans le style de la NASA, non? Mais bon, il faut en parler, non? Oui, je l'ai en attente pour le pratiquer. Draco. Mais en fait, il ne révèle rien et disons qu'il n'y a rien, non? C'est ce que dit la NASA en gros. Mais bon, on va en parler tout à l'heure, il dit. Eh bien, ne leur envoyez plus d'armes, il dit. 67, comment vas-tu? 67, très bien, il dit. Ils le diront, c'est qu'on va voir ce qui se passe dans ces 5 ou 6 jours qui restent, dit Draco. Marcella, comment vas-tu? Très bien, quoi de neuf? Merci beaucoup, au fait, Lily, pour ses likes, à toute la communauté qui met des likes. Merci beaucoup de nous soutenir avec ça, il dit.
Bonjour papa, salutations. Comment vas-tu, papa de Novak? Un grand salut, au fait, à tous les membres de la chaîne. Merci beaucoup de nous soutenir et de donner ce petit plus ici à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Marisol, un énorme salut aussi, elle dit « Bonjour les amis, vraiment, quelle tempête est tombée ici dans le Connecticut? Nous sommes ensevelis », dit Marisol. Et hier, nous commencions justement sur la façon dont les chutes de neige frappent et tout ce sujet. Merci pour le commentaire. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils vont être, j'imagine, enfermés à cause de la situation, n'est-ce pas? Bon, un énorme salut et bonne chance, non? Plusieurs jours arrivent là-bas avec des orages pour différentes régions du nord des États-Unis. Où il va y avoir, eh bien déjà, par exemple à New York, l'alerte est lancée, la déclaration d'urgence, n'est-ce pas? Comment ils appellent ça? Oui, très bien, donc prenez soin de vous, c'est très bien. Eliseo Marcela Tapatia, José Sanchez Paraté, comment ça va? Un grand salut, merci beaucoup, très bonne journée. Merci. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'ADN de la fille? Non, mais l'ADN qu'il recherche, c'est celui du ravisseur, pas celui de la mère. Donc non, ils ne le cherchent pas. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qui est l'individu. Voilà, c'est ça le problème. Et ils ne savent pas qui c'est. Rien, il n'y a absolument aucune information sur lui pour l'instant. Alors, eh bien, on va voir, on se revoit tout à l'heure. Portez-vous bien, passez un excellent début de semaine. On continue à discuter. Merci beaucoup. Blanca, Tapatia, Élisée, à toute la communauté. Omar, salutations. Comment vas-tu, Omar? Dit-il. Mes tantes et ma sœur, enseignantes, disent-moi qu'il n'y a pas plus de 5 élèves par classe dans leurs écoles. À Orizabra, il y avait très peu de monde. Merci Omar pour l'info, c'est impressionnant. Oui, beaucoup de parents ont préféré ne pas envoyer leurs enfants, ce qui est compréhensible. Salut Rodrigo, comment vas-tu? Très bien. Et à toute la communauté, eh bien, merci beaucoup, une grosse accolade. On revient tout à l'heure avec d'autres mises à jour, une grosse accolade, à plus tard.